Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu la première fois. En vrai, je ne sais pas si c'est la première fois, je confonds toutes les villes. Le soleil viré au barbecue, cela ne me met pas dans la meilleure des vibes quand il fait tellement chaud comme ça, et que mes cheveux et mes fringues sont liquides. Mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, je préfère ne pas croiser un morceau de miroir cassé ou même l'œil d'un mec qui te tue pour un regard parce qu'il s'emmerde et qu'il ne sait plus vraiment qui tu es pour en finir avec son ennui. Il faudrait que je descende du côté des toilettes pour me remettre en état, au moins ma tête qui n'est pas à l'endroit, enlever ce foutu sac en plastique sur ma teinture blonde qui a mal tourné, remettre de l'ordre dans mes dents cassées aussi, et changer un peu ce regard si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, enfin essayer. Or, je suis descendu tout à l'heure voir si je pouvais faire quelque chose, mais il y a toujours des gangsters qui stationnent. Tout le temps où tu remets de l'ordre dans ton visage déformé par la peur, ils ne bougent pas. Ils restent là comme ça à fumer des joints. Ils guettent dans le dos et donc je suis remonté juste le temps de tirer une latte car si je fume trop, j'ai des angoisses et si je ne fume pas du tout, ils me regardent de travers. Et mes fringues et mes cheveux ne sont pas moins liquides, ce n'est pas la fin du monde, ou si peut-être. Mais enfin, je resterai comme cela jusqu'à ce que ce foutu soleil tombe dans la mer, jusqu'à être dans une piole sans lumière. Dès qu'on sera installé un peu plus loin du quartier, j'enlèverai tout. C'est pour cela qu'il me faut cette piole, car chez moi, ce n'est pas trop possible. Je ne Je veux ne veux pas pas déranger déranger ma ma grand-mère. grand-mère avec mes histoires et ce sac en plastique, impossible de lui expliquer. Je peux rester un peu, mais pas toute la nuit. C'est pour cela que lorsque tu tournais là-bas, à le coin de la rue, je t'ai jeté mon regard le plus minable. Et je suis venu vers toi en boitant, la main dans la poche, car je ne voulais pas que tu sois effrayé par ma blessure. Je pensais rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit, pas forcément toute la nuit. Si j'ose ouvrir ma bouche, malgré l'état liquide de mes cheveux, de mes fringues et l'odeur de mes lèvres avec le goût du sang et des restes de weed, je crois que j'en suis capable. Ça peut paraître bizarre, à condition de ne pas me voir dans une glace. Mais même si on ne le veut pas, ce n'est pas facile, car il y a des miroirs cassés partout dans cette ville, dans ce qu'il reste de cette ville. On dirait qu'ils ont fait exprès d'en foutre partout. Il n'y a plus rien de debout, sauf ces morceaux de miroirs. Enfin, moi je les mets dans mon dos, les miroirs qui regardent les rues où personne n'ose marcher. Po! C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi faire? Franchement, pourquoi faire, on se demande. Même dans les hôtels fermés, même à Olofsson, je suis sûr qu'ils ont laissé des miroirs et aussi de grands lits. Des lits tellement immenses que tu as tout de suite envie de t'allonger dessus en diagonale et de fumer comme ça toute la nuit. Car si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une ancienne habitude, qu'en un clin d'œil, j'en fais vraiment un chez moi. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste des petits trucs. Je cache évidemment les miroirs et on dirait que j'ai toujours habité là. À tel point que, si tu me donnais une chambre dans une maison, la chambre d'un pavillon de banlieue en France, je ne dis pas que je le veux, mais si cela arrivait comme ça, le visa et la chambre dans une maison en pierre, qu'on me donnerait parce que j'aurais bien léché le cul, ce n'est vraiment pas ce que je veux faire. Mais ce soir, j'ai mal à la main et j'ai mal à la tête. Alors, j'ai des idées un peu moisies qui me viennent brutalement. C'est comme ça, comme des tap-tap où les gens s'entassent et qui traversent à pleine vitesse une nuit amartissant. Si on me donnait cette maison ou même juste une chambre dans cette maison en meulière avec toute l'histoire de la France incrustée dedans, moi, avec rien du tout, juste un briquet et une machette en un rien de temps, je t'en fais un endroit bizarre où je me sens chez moi. Je casse tout ce qui fait trop français. Je rassemble les meubles, je les découpe en petits morceaux, je fais des fagots et je mets le feu. Je fume des clopes jusqu'à changer définitivement l'odeur de tout. Je pose mon petit savon, ma petite brosse à dents, et je prends un grand bain pendant que dans la chambre le feu fait son affaire. Et alors tout ce qui fait que je suis étranger part en fumée. Hop. Je n'aime pas ces choses qui te rappellent que tu es étranger. Je sais que dans mon vrai chez moi, j'ai d'autres soucis avec les gangsters en bas, car même dans la plus petite des rues, tu as des apprentis gangsters qui guettent le regard que tu fais et jusqu'à l'air que tu respires. Mais si tu me donnes un endroit ailleurs, si tu me donnes un visa et un endroit ailleurs, alors je risque aussi de trouver des cons attroupés dans mon dos qui se demandent ce que je fais à me laver le zizi après avoir pissé. Car c'est dur pour les Français de s'imaginer que l'on puisse se laver le zizi alors que pour nous, c'est un truc ancien que l'on fait, mon père le faisait, le père de mon père le faisait et ça n'avait absolument rien d'extraordinaire. Mais là, je n'ai pas envie de descendre pour le faire, car en bas, j'ai l'habitude qu'il y ait des gangsters dans une épaisse fumée qui rigolent, et en bas, dans cette ville-là, ce sont des Français qui rigolent aussi, et je me sens forcé de rigoler avec eux. Je dis des Français, mais c'est vrai aussi avec les Anglais, les Allemands, et je crois même que les Hollandais, les Portugais peut-être. Il faut absolument rigoler avec eux, c'est un truc obligé, car derrière leur côté sympa, derrière leur côté cool, ce sont eux aussi des gangsters qui bouffent jusqu'à l'air que tu respires. Et alors je leur taxe des clopes et je ris avec eux. C'est la seule solution là-bas.
Si je dois descendre dans les chiottes pour pisser et me laver le zizi, et qu'ils sont là, alors, dans mon dos, à rire, à m'expliquer combien de femmes ils ont baisé, à me donner des détails que je n'ai pas demandé, alors je me fais payer des clopes et payer des bières pour les écouter se répandre. Et je fais comme si je ne comprenais pas vraiment, que je ne comprenais qu'à moitié la langue quand ils se foutent de ma gueule, car je fais boire mon zizi au lavabo. Je continue calmement à le faire boire, et puis ensuite à boire des bières, même si je n'ai pas d'argent pour les payer, car je n'ai pas grand-chose de plus que ce talent pour transformer toute chose que l'on me donne en un chez-moi un peu misérable. J'ai déjà dormi dehors, en vrai, dans des camions, pour une nuit juste, pour avoir la paix, ou parce que je n'avais pas de maison, ou parce que je ne voulais pas déranger ma grand-mère. Mais là, j'en ai eu marre. Alors j'ai traversé l'attroupement, ce qu'il y avait dans mon dos. Je suis remonté des chiottes car j'en avais fini avec mon zizi et les types restaient là à parler de toutes les femmes qu'ils avaient baisées. Et c'est ainsi, c'est comme ça que ça marche. Ils disent ça quand on est en bas devant les pissotières et puis ensuite ils remontent dans les vieux cafés avec les vieilles pierres françaises, anglaises, allemandes et peut-être même portugaises. Ils remontent en souriant et ils continuent leur conversation sympa. Et moi je remonte un peu avant pour me mettre dans un coin de ce café plein d'odeurs d'une famille qui n'est pas la mienne. Et je m'enfonce dans une nouvelle bière que je ne peux pas payer et je les vois qui se foutent de ma gueule parce que j'ai donné à boire à mon zizi en bas. Et aussi parce que je ne tiens plus debout, j'ai faim, j'ai horriblement faim, mais je n'ai pas assez d'argent et de toute façon, je n'arrive pas à manger la bouffe d'ici, comme le type avec lequel je suis venu au début et qui s'est enfui. Quand on était au pays, il faisait comme s'il était déjà venu ici, comme s'il connaissait très bien toutes les villes, tous les noms des quartiers, des cafés, tout ça. Mais lorsqu'on est arrivé, il était incapable de manger la bouffe. La bouffe, c'est le sérum de vérité. Le truc qui trahit toujours, qui dit haut et fort que tu es étranger. Tu peux faire ce que tu veux, le mot étranger clignote sur tes orbites et sur tes dents quand tu mâches avec un air contrarié la bouffe d'ici. Et donc le type qui était venu avec moi partait chaque jour voir ses cousins et rapportait de la bouffe de chez nous, dans une boîte en plastique, heureux comme un gosse. Alors je me suis dit qu'il n'était jamais venu et qu'il allait s'enfuir à la première occasion. Il jouait son rôle, répétait des poèmes qu'il connaissait par cœur, il répétait jusqu'à devenir fou, il répétait Franck Étienne à l'envers et à l'endroit, René Despestre aussi, il répétait comme une machine grotesque qui veut cacher l'évidence, il n'était jamais venu ici, et il a bientôt me fausser compagnie. Alors il a rempli son sac de vieux tissus pour faire semblant qu'il laissait ses affaires, il a dit « Je vais laver mon linge et je reviens, je vais faire une course et je reviens », et au moment de prendre l'avion du retour, il n'est pas venu. Je l'ai attendu toute la nuit, il n'est pas venu. Je l'ai appelé au téléphone et j'ai laissé un message en pleurant. Il n'est pas venu. Je suis monté dans le taxi. Il n'était pas là à côté de moi. Yon sol doit pas manger qu'à la loup. L'union fait la force, il paraît. Mais chacun pour sa gueule, en vérité. Voilà. Il y avait, comme toujours, ceux qui faisaient semblant qu'ils savaient très bien qu'ils ne reviendraient jamais. Depuis le début, ils le savaient, ils trouvaient ça normal, car pour eux, n'importe quelle chose merdique était devenue normale. C'est peut-être à partir de là que j'ai eu cette idée dont je dois te parler. Car lorsque les gens d'ici se marrent à me regarder mâcher sans fin leur bouffe et qu'ils voient dans mes yeux cette espèce de détresse, ils ne savent pas que c'est parce que je pense à lui, à ce mec qui m'a abandonné comme on laisse un chien au bord de la route. Je pense à sa bouche qui tremblait en répétant des poèmes, à ce petit matin où je l'ai attendu pour rien. Ils ne savent pas que cela rend la bouffe encore plus immangeable, acide même. Ils ne savent pas que ça me brûle la gorge et que cela me glace les os alors que je bois. C'est mon salaire de figurant, je suis payé pour écouter toute la merde de ceux des cafés et je le fais bien. J'en suis pas fier mais je le fais très bien même. Je ricane avec eux et je dis les quelques mots d'anglais que je sais. Je rigole et je me fous du collègue qui, comme moi, fait le malin pour survivre, mais avec des fautes de français. Je me fous de la gueule de celui qui est étranger comme moi. Je le fais. Je suis pas fier de le faire, ce boulot, mais je le fais à cause des gangsters qui campent partout où je vais. Alors, quand je t'ai vu, j'ai couru derrière toi. Tu tournais la rue et je me suis levé. Je n'ai pas laissé le temps à l'histoire du mec qui avait baisé une prof, qui avait baisé une danseuse, qui avait baisé une artiste, une curatrice, une éditrice, une étudiante, une doctorante. J'ai pas laissé le temps à cette histoire de me tomber dessus, que j'étais déjà dehors, malgré mes cheveux et mes fringues liquides. Je suis sorti dehors alors qu'il faisait froid comme jamais, glacial même. Et j'ai couru, pas seulement parce que je cherchais une chambre en ce pays pour en faire un lieu à moi, car je n'en peux plus de mon île, pour en faire un lieu à moi, pour une partie de la nuit au moins, mais j'ai couru pour te retrouver toi, un peu plus loin, dans le même froid que moi. Et j'ai osé crier « Camarade !» Et j'ose à présent me rapprocher sans peur de ma démarche, et ma main blessée, et mes tremblements t'effraient, et que mon autre main sur ton épaule t'effraie plus encore, camarade, donne-moi du feu. Je n'ai pas de téléphone pour noter ton 06, et je sais qu'on ne va pas se revoir, s'est-on jamais vu quelque part. De toute façon, c'est maintenant que j'ai besoin de feu, c'est tout de suite, je ne peux pas attendre. D'habitude, je suis plutôt patient, et je peux attendre toutes les histoires des Français, des Anglais, et aussi toutes les histoires des Allemands, des Belges,
qu'elle me tombe dessus, comme le flot de ces langues qui ont besoin d'être au milieu de toute chose. Je peux attendre aussi que les gangsters quittent ma rue quand je suis chez ma grand-mère et quittent les chiottes en bas, les yeux gonflés par la weed. Mais là, je ne pouvais plus attendre. Je devais me tirer de là. Il fallait que je quitte ce quartier où les gens se tuent pour rien et il faut que je quitte maintenant ces cafés parfumés à la misère sexuelle de l'Europe. Et que je trouve une chambre pour en faire un chez moi, déposer mes affaires, enlever ce foutu sac en plastique pour que tu puisses voir mon visage. Je te préviens, je ne suis pas spécialement beau. Si tu regardes trop vite sans prendre le temps qu'il faut, tu me trouveras même peut-être un peu laid. Et tu te demanderas ce que ma main fait sur ton épaule et pourquoi mon autre main est enfoncée dans ma poche. Qu'est-ce que je cache, enfin une blessure ? J'ai tellement raconté de bobards que j'ai perdu de vue le sens même de la vérité. Je sauve ma peau, c'est tout. C'est mon seul guide. Et je comprends que je fais un peu pitié avec mes prétentions d'agent double. Tu dois te dire que je ne suis qu'un trou du cul arrogant qui a trop fumé et trop bu et qui t'appelle camarade. Tu dois te dire que je ne fais pas illusion, mais il me fallait fuir les gangsters de là-bas qui regardent dans ton dos et ceux d'ici qui regardent dans ton dos aussi et qui te remplissent de leurs paroles sans attendre que tu fasses autre chose que ricaner et désirer être à leur place. Car ils ne s'imaginent pas pouvoir baiser sans fin tout ce qu'ils veulent, et ils ont aussi besoin de se dire que les autres sont jaloux. C'est comme ça qu'ils jouissent. Alors, quand je t'ai vu tourner le coin de la rue, il ne fait pas bon traîner dans ce quartier en pleine nuit, et moi qui suis encore avec mes fringues liquides de ne sais quelle sueur, ce que je voulais te dire, c'est que quand je t'ai vu, j'ai saisi une occasion. Je te raconterai ce qui est arrivé à ma main. C'est promis. Quand nous aurons trouvé un endroit chaud. Pas trop chaud quand même, car de là où je viens, la chaleur, ça peut te rendre fou, ça peut te rendre malade aussi. J'ai déjà claqué des dents sous un soleil de plomb à attendre un tap-tap qui n'est jamais arrivé. Et j'ai appris ensuite qu'on avait tué le chauffeur qui était un type que je connaissais de l'école de Croix-des-Bouquets. Quand nous avons trouvé cet endroit, ne t'inquiète pas, j'ai de quoi payer, un café pour nous deux. Ce n'est pas pour te demander de l'argent que je t'ai appelé camarade, pas du tout. Quand nous aurons trouvé cet endroit, pas forcément une chambre pour passer la nuit, ou même une partie de la nuit, sinon tu ne vas pas m'écouter si je te demande cela. Tu vas partir sans que j'ai eu le temps de te dire plus à propos de mon projet. Donc je ne parlerai pas de chambre. Oublions cette histoire de chambre, car ça va tout foutre en l'air. C'est juste qu'on ne peut pas rester là. Disons que je ne cherche ni argent ni travail à présent, même si je n'ai aucun des deux. Ce n'est pas ce que je cherchais à l'instant où je suis sorti de ce café, un peu trop étranger pour moi, et que j'ai osé t'appeler camarade. C'est pas facile de vivre sans argent, ni travail dans une ville, ni pour toi, ni pour moi. Pourtant, je n'en cherche pas vraiment, à vrai dire. Je crois que comme toi, je n'arriverai pas à me tenir debout toute la journée à faire une tâche idiote. Je n'ai pas la force, pas le courage, pas le muscle. Alors quand je t'ai vu et que je t'ai jaugé, même si j'ai peut-être un peu trop bu et rien mangé, impossible de manger la bouffe d'ici de toute façon, ça a été une évidence. Tu es du même gabarit que moi, léger, volatile, inutile. On pourrait dire que tu ressembles à un parasite et que même si tu fais des efforts, tu ne seras jamais tout à fait un bon élève, une bonne petite pute. Et alors cela m'a fait penser que je devrais sans attendre t'arrêter quand tu passais le coin de la rue comme les buissons dans les westerns. Tu passes, mais c'est le vent qui te fait te grouiller et rouler sur toi-même. Tu ne contrôles pas. Ou c'est le courant, les marées qui te déposent ici ou là, comme un ballon crevé, un morceau de sandale chinoise. Donc je me suis dit que mon idée pourrait t'intéresser, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un parti ou même un syndicat, en tout cas pas comme à l'usine, un truc de bandits qui savent déjà tout trop bien. Et moi, j'ai besoin d'un peu d'espace pour dire mon idée, il lui faut un peu d'air, mais je ne peux pas enlever ce sac en plastique sur ma tête maintenant à cause de mon visage qui n'est pas encore prêt, il lui reste des expressions de terreur et ma bouche goûte encore un peu trop la weed pour que tu me prennes au sérieux. Et je crois que c'est mieux si tu connais déjà mon idée, sans t'arrêter sur mon visage. Tu vas peut-être le trouver laid, trop noir, tellement noir qu'il est bleu, je sais. Je m'y suis préparé, ce n'est pas un problème, car je crois que mon idée est une idée pour des gens comme toi et moi. Elle peut dépasser la mauvaise impression que pourrait te faire mon visage et beaucoup d'autres choses encore qui nous gênent et nous empêchent. Je dis nous et tu peux trouver ça gênant, précipité, car nous ne nous connaissons pas et c'est moi qui t'ai abordé au prétexte de vouloir du feu ou une chambre pour une partie de la nuit, même si ce n'est pas le vrai sujet. Mais reconnais que tu n'es pas moins liquide que moi par les fringues, les cheveux et que tu n'es pas moins tremblant que moi par les fringues, les cheveux. Reconnais que tu n'as pas l'air d'aller mieux que moi, même si tu ne veux pas le dire, que tu le caches pour qu'on ne te prenne pas pour un satané parasite. Reconnais que tu roules comme un buisson dans le froid d'une ville européenne qui t'ignore, où tu regardes dans le dos et vois que tu n'as que les os et que tu n'es pas bien solide, qu'on t'a sûrement abandonné et que c'est pour cela que tu cherches une famille, que même parmi les gangsters, tu cherches une famille. Comme moi,
je ne m'en cache pas, je dois faire avec. Quand je descends la rue de ma grand-mère ou que je descends dans les chiottes d'un café pour pisser et laver mon zizi, je dois faire avec. Je ferme ma gueule et je lèche le cul et je ris quand il le faut. Mais tu as raison, mon idée n'est pas venue de nulle part, ce n'est pas une idée en l'air, comme la politique, la religion peuvent être des trucs en l'air. C'est une idée qui vient de ma vie, de ce que j'ai étudié pour me défendre. Car c'est cela qu'il faut qu'on fasse, toi et moi. On doit apprendre à se défendre, mine de rien. Je croyais que c'était important que cela soit mine de rien à un moment, mais maintenant, j'en suis plus trop sûr. Peut-être qu'il faut que cela soit officiel. Au contraire, on a peut-être déjà trop attendu. On est peut-être resté trop longtemps silencieux, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cela doit être international. Car là est notre force. Alors c'est vrai, je me suis moqué d'un autre étranger qui faisait des fautes de français et de celui qui parlait avec un accent africain. Et c'est vrai aussi que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au téléphone quand le type qui m'accompagnait n'est pas venu ce matin-là. Le type qui n'arrivait pas à manger la bouffe d'ici et qui avait la bouche pleine de poèmes qu'il ne comprenait pas. Il répétait, il ne voyait pas le signal, l'appel dont je veux te parler. C'est pour cela que j'ai pensé à cette idée que je veux te dire maintenant. J'ai fait des choses qui n'étaient pas brillantes. Je ne le nie pas, je n'en suis pas fier. Je ne veux pas que tu penses que je suis parfait. Je préfère tout te dire, même des choses qui me font un peu honte. Et si je garde ce sac sur ma tête, ce n'est pas parce que je veux te cacher quelque chose. Les reflets bleus de ma peau noire, je veux tout te dire. Mais j'aimerais trouver un endroit où se poser, autre part que dans cette rue glacée, où les Français qui passent se croient supérieurs et nous regardent comme des parasites qui imaginent un mauvais coup. Dès qu'on est deux dehors dans le froid, ça y est, on est des terroristes. Alors que lorsqu'on sera posé dans un coin tranquille, j'enlèverai tout cela. Et toi aussi, tu pourras enlever tout. Si tu veux, je te force pas. Ou rester comme tu es, c'est pas le problème. Et je te dirai qu'il est arrivé à ma main. C'est un peu idiot, mais c'est aussi grâce à cela que je peux marcher dans cette rue froide. Sans cela, je n'aurais pas rencontré. Ce serait dommage car je pense que mon idée, elle va t'intéresser. Elle va nous permettre de nous défendre. Car elle est internationale. C'est un syndicat. Mais un syndicat différent, pas comme à l'usine. Un syndicat à l'échelle internationale. Une internationale noire. Mais bien sûr, on peut commencer par la Caraïbe. Il faut commencer quelque part, de précis. Et élargir à tous les endroits abandonnés, aux mains des gangsters. C'est pas un truc facile, je sais. C'est même très difficile, infaisable peut-être. Peut-être, mais déjà commençons ici, toi et moi, comme les gangsters. Commencent petits et puis finissent par diriger tout un pays. Et tu en retrouves jusque dans les chiottes qui se prennent pour l'État quand ils ont trop fumé. Ils se prennent pour les parents, alors que ce ne sont que des enfants. Vraiment. Ils ont des visages d'enfants. Merci. Donc là, on est un peu plus loin dans le livre. Puis ils reprennent leurs histoires, les Français, les Anglais, les Belges et peut-être les Allemands, les Italiens, eux qui ont des amis noirs, des amis syriens, des copines palestiniennes. Ils reprennent leurs histoires de révolte et d'émeutes et mille putains de détails. Dans des cafés bourgeois et des appartements bourgeois, dans des salles climatisées, ils jouissent avec des dates qu'ils connaissent mieux que nous. Je te jure, à la fin, ils les connaissent mieux que nous. Et alors, ils pensent qu'ils savent quelque chose de nos vies alors qu'ils ne savent rien. Mais ne t'en fais pas, mon syndicat à l'échelle internationale est en vérité une école où on apprend les choses autrement. On apprend ce que l'on sait déjà avec tout notre corps. On répète nos vies et les vies d'avant. Nos vies qu'on a, toutes les vies qu'on a dans le ventre, comme certains oiseaux, je sais, tu dois trouver cela bizarre que je te parle d'oiseaux alors qu'une pluie froide nous pénètre jusqu'aux os, mais cela aura son importance un jour de connaître ces choses qui paraissent inutiles, car il existe des oiseaux dont l'intestin est rempli de graines si anciennes et de plantes si puissantes qu'ils savent reproduire en volant les événements oubliés parfaitement. Et nous aussi, nous pouvons le faire. Il suffit de prendre un peu de temps, de se concentrer sur notre digestion, nos organes, notre sang, nos nerfs et nos muscles, l'oxygène qui sature nos cellules, notre respiration, et cela commence. Cela commence par le bruit des pieds qui traînent dans l'eau grise d'une mangrove, les échos de la grotte Marie-Jeanne dans la bouche terrifiante d'un volant. Tout s'en mêle, tout arrive. Poh! C'est de Saline que l'on tue à Pont-Rouge. L'empereur est mort, ou peut-être est-ce un double. Takata. Maurice Bishop et ses partisans touchent le sol à Grenade au ralenti. Que dit sa bouche qui se tord? C'est la fin de la Révolution. Blah! Un talkie-walkie explose au visage de Walter Rodney. Alors qu'il roule dans sa voiture, il n'a même pas le temps de terminer sa phrase. Tu vois, une grande histoire débris, tu comprends? Nous les connaîtrons tous, les célébrations et les deuils, les rythmes secrets du Léos et les encouragements saturés du DJ qui accélère le beat, et nous tendrons notre peau pour entendre aussi ce qui se dit en Bafei.
avant chaque explosion, l'histoire en dessous de l'histoire, ce que Delgrès chuchote à ses hommes à Matouba, l'instant d'avant d'allumer la mèche, juste avant la détonation déchirante qui descend du volcan, tu l'entends. La liberté ou la mort. Ce que Macandal dit entre ses dents, au milieu des flammes, avant de se transformer en mouche et d'éclater de rire au nez à la barbe des Français venus le voir mourir, tu l'entends. Liberté ou soit la mort. On saura ce que veut dire ce bourdonnement bizarre, on saura ce qu'il annonce. Liberté en soi l'amour. Et comment ce bruit s'est faufilé jusqu'aux oreilles de Boukman, qui n'est qu'une ombre, devant une tapisserie de flammes, jusqu'à la conscience de Cécile Fatiman, qui lève son couteau au milieu du crépuscule à bois caïman, jusque dans les rêves de Charlemagne Perrault, qui harangue les cacos. Et nous connaîtrons aussi toutes les qualités de sifflement qui dévalent des mornes. L'histoire des vaincus comme celle des jours de gloire. Un coup de feu est parti à Port-au-Prince, place de la Victoire en direction de la foule. Le préfet Belote dit « c'est une insurrection », mais nous savons que ce n'est qu'une grève. Il dit « c'est une insurrection anti-blanc », mais ce n'est qu'une grève. Les forces de police disent « une conque de lambi est une arme », et par conséquent, quelqu'un va mourir parce qu'il serre cette conque de lambi dans sa main ou qu'il serre autre chose, ça n'a pas d'importance. Il va mourir parce qu'il lance cette conque ou brandit un fruit, un bâton qui ressemble à la nuit tombée, à une véritable machette, n'est-ce pas ? Il paraît que le patron on dit « de toute façon, lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail ». L'a-t-il dit ? On ne sait pas s'il l'a dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas retourner à l'usine, jamais. Il ne faut pas céder à ce mensonge. Un coup de feu est parti. Un militant du gong est allongé dans son sang. C'est Jacques Nestor, sans l'ombre d'un doute. C'est Jacques Nestor, sans l'ombre d'un doute. Ah mouais, ça en mouais qu'a coulé en mouais. Ça moins qu'a coulé en mouais. En mouais, en mouais. Ça moins qu'a coulé 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 en mouais. La police continue de tirer dans la masse de l'insurrection anti-blanc car le préfet a dit qu'il ne voyait pas une grève dans ce bazar, mais une émeute de dangereux criminels qui courent maintenant dans tous les sens, comme courent les passants et les badauds qui reçoivent des balles dans la tête et dans les jambes alors qu'ils s'enfuient pour sauver leur vie en se cachant sous les voitures dans les ruelles de Pointe-à-Pitre, jusqu'à ce que la nuit recouvre enfin ce carnage et tous les mensonges qui vont avec. En mouais, sans moins qu'à couler 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 en mouais. Mais dans l'école dont je te parle, il y aura bien sûr un enseignement de la science, ne t'inquiète pas. La science des bruits et l'arithmétique aussi. On saura compter les morts. Quand le préfet dira 7 morts et que le préfet Belote dira je ne sais pas, on ne peut pas savoir exactement si c'est 7 ou un peu plus, nous immédiatement, dans notre école, notre convoi, tout le monde saura qu'il faut multiplier par 10 au moins, par 15 même. Et on ne sera peut-être même pas arrivé au nombre exact de morts. Si je te parle de cela, c'est pour t'expliquer pourquoi on ne doit plus aller travailler, plus jamais d'usine. Faire cette grève des nègres sans fin jusqu'à la suppression totale de la dette qu'a inventée la bourgeoisie pour nous empêcher de respirer. Faire cette procession pour ne pas mourir, pour respirer de nouveau. Et je te promets qu'à la place de l'usine et de tous ces jobs inutiles, on étudiera les sons et les fréquences, les chiffres. Ce sera une école scientifique et émotionnelle à la fois. Les deux, tu vois. On apprendra aussi les prénoms des ouragans, Inès, Betsy, Hugo, Marilyn, tout ça, les itinéraires des préfets, tout ça, de l'Algérie à la Guadeloupe et de la Guadeloupe à la Seine-Saint-Denis. L'histoire de cette manière de tuer les gens et de ne pas savoir les compter. Tout cela, on va l'apprendre avec nos corps légers, avec nos muscles, avec nos cellules, avec notre intestin grêle. Dans cette école, personne n'aura besoin de tout savoir. Chacun sera chargé de quelque chose. Une date, un événement, un nom. Il nous faudra des tambouillés et il nous faudra des big boxers, aussi capables de reproduire tous les sons de cette histoire, comme les oiseaux du pays.
Toutes les explosions et les cris, tous les discours et les slogans, les tracts, les journaux, toutes les archives et les films abîmés, on n'aura besoin de rien d'autre que de ces milliers de bouches et de ces milliers de mains. Ce sera cela notre technologie pour recomposer des images dignes et des images vivantes. Car ce syndicat, cette école si tu veux, c'est une chorale où tous les sons s'en mêlent. Mais rien à voir avec cette foutue église, rien à voir avec Jésus, rien du tout. C'est une chorale des morts et des vivants, un sound système de chair et de sang qui se déplace dans les villes et les bourgs. Et alors quand les gens viendront te demander « Mais où sont vos monuments ?» Tu ne resteras pas là comme un con à ne pas savoir quoi dire, comme tous ces gens obsédés par la première fois qu'une noire a fait ceci, par la première fois qu'un noir a fait cela. Comme si notre histoire commençait toujours maintenant. Tu n'auras plus besoin de t'en préoccuper, je te le promets. De tous ces gens riches qui pleurent sur les tribunes à la remise des prix, qui sont dans le commerce américain des larmes et de la première fois. Ce n'est pas cela du tout mon idée. Laissons les Américains qui pleurent là où ils sont. Ce n'est pas l'Église notre affaire, c'est la chorale, le sound système lymphatique qui étire le temps et l'espace. Et grâce à cela, tu ne resteras plus comme un con à ne pas savoir quoi dire. Tu diras, nos monuments sont partout, absolument partout. Au fond de la mer et dans les quartiers sans lumière où j'ai mis le rabodaille, sur les murs défoncés de Pointe-à-Pitre. Les femmes folles à la peau noircie par le sucre qui errent en racontant des histoires à dormir debout sur la savane de Fort-de-France. Ce sont nos monuments. Les vieilles transformées en loups-garous aussi. Les mecs en ruine, la peau brûlée par le sel, qui répètent toujours le même poème. Ce sont nos monuments. Comme les minés au visage de pieuvre. Et les femmes qui agitent leurs grandes fesses métalliques. Ce sont nos monuments. Et les restes de ceux que trimballent les marais avec des sourires pleins de plastique aussi. Le type qui a mangé des plantes et te demande si tu as envie de voir des serpents. Ou celle qui éblouit les passants avec un petit morceau de miroir cassé. Quand ils se grouillent dans la rue car ils ont peur qu'une balle perdue vienne les trouver alors qu'ils rentrent du marché ou de l'église. Évidemment, tout cela aussi, ce sont nos monuments. Et si l'on te demande qui est le mec qui te parle avec un sac bleu sur la tête, tu dis que tu ne le connais pas, qu'il est venu te parler comme ça dans la rue froide, qu'il t'a appelé camarade sans que tu saches pourquoi et que tu ne sais rien de ses projets. Tu dis, c'est peut-être encore l'un de ces étrangers qui sont devenus fous à force d'attendre des papiers, des visas, des jugements, à force de faire la queue devant des préfectures, à force de répondre tout le temps aux mêmes questions et de raconter tout le temps les mêmes histoires. Ils sont devenus fous et ils ne se rappellent même plus qui ils sont, et ils appellent tout le monde camarade, comme s'ils cherchaient une espèce de famille internationale, une famille mondiale même. Mais cela n'existe plus. Si les flics insistent, tu dis, j'ai dit à ce mec qui me parlait avec un sac plastique sur la tête que cela n'existait plus, que l'on cherchait à présent à sauver notre peau et que même sous la pluie, on ne cherchait plus aucune chambre, plus aucun endroit de réconfort pour parler de syndicats, d'écoles ou même d'émeutes. On ne le faisait plus. On avait même oublié que d'autres avaient pu le faire dans un passé lointain, avec des costumes miteux dans des chambres universitaires, des librairies, des foyers et des cafés où ils parlaient avec des Arabes, du temps où on jetait les Arabes dans la Seine et du temps où les Arabes prenaient pour eux toutes les histoires des étrangers, toute la police des étrangers, toute la rancœur, et que les gens comme nous s'activaient à bien s'habiller et à bien parler le français, l'anglais et parfois même l'allemand, et à bien lisser leurs cheveux et à bien repasser leurs chemises et à bien tracer les lettres d'une écriture élégante et à bien entrer dans l'armée, à essayer d'imiter James Baldwin en tenant leur clope entre deux doigts et à bien servir d'objet sexuel et à bien dire de la poésie et à bien écrire des romans. Malgré tout ça, il y en avait toujours qui parlaient aux Arabes, alors que les Arabes avaient pris sur leurs épaules toute la charge des étrangers que la police pourchasse et tue dans les rues de cette ville, pourchasse et tue sous la pluie. Certains avaient osé leur parler et même fraterniser, sortir des bonnes manières que l'on avait fabriquées pour survivre. Tu vois, rire aux blagues et écouter les histoires de cul dans les cafés et se laver vite fait le zizi pour ne pas se faire remarquer. Ils étaient sortis du rang et avaient parlé aux Arabes. Et on leur a peut-être oublié. Mais on ne veut pas le savoir. Ou on ne veut plus se mêler de cela aujourd'hui, avec toutes les emmerdes que l'on a déjà avec les papiers, les visas, les cautions. On se dit qu'on n'a pas les moyens de se rajouter les emmerdes des Arabes en plus, les emmerdes des Palestiniens non plus. Mais en vrai, quelque part, l'émeute internationale, c'est aussi avec eux qu'on doit la faire. Car on n'est pas assez nombreux, on est trop léger, tu comprends ? Il faut commencer petit, à notre échelle, par un endroit que nous connaissons, mais à un moment
ou à un autre, notre école, elle sera forcément quelque part arabe aussi. C'est obligé. Il va falloir de l'amour qui va jusque-là, du vrai amour pour les nôtres. Et celles qui vont devenir les nôtres, et ceux qui vont devenir les nôtres, je ne te parle pas de ceux qui changent leur prénom pour faire plus français, qui veulent absolument qu'on les appelle Éric ou Jean. Avec l'école dont je te parle, disons le syndicat, même si on sait tous les deux que cela va prendre la forme d'une émeute, d'un carnaval, c'est cela qu'il faut dire. Cela va prendre la forme d'un carnaval international, un carnaval du feu. Cela me semble une meilleure manière de dire. Cela passera mieux, je pense, car les hommes politiques corrompus n'aiment ni les émeutes, ni les syndicats, mais ils adorent le carnaval. Et on pourra s'habiller en femme, toi et moi. On pourra le faire pour un soir, pour une nuit, pour faire chier l'église. Et tous ces milliardaires qui investissent leur argent pour rendre ce pays toujours plus raciste, avec des télés racistes, des journaux racistes et des gens racistes à la chaîne, comme sortis d'une usine, comme des petits pains racistes sur un immense tapis roulant raciste qu'ils appellent la patrie, et moi, j'appelle ça l'usine. Et c'est pour cela que je ne veux plus travailler à l'usine, ou même montrer à l'arrière, ou même montrer à l'arrière d'un camion, ou sur un vélo la nuit, ou ramasser des fruits, ou travailler dans les librairies, ou faire des performances, je ne veux plus. Ça les fera chier qu'on soit habillé en femme, qui délire, et que l'on dise dans la rue qu'on n'a rien à foutre d'être des mecs musclés, terribles, ou des petits chatons bien élevés non plus. Des mecs qui disent « la meuf qui entre là, je l'ai ». Ou des petits bambis noirs recouverts de crème de soin. On n'en a rien à foutre d'être de bons pères de famille non plus. On s'en fout de leur putain de fragilité. On va pas faire des groupes de parole à la con. Franchement, on s'en fout de l'usine. Et des racistes dont on doit torcher le cul, dont on doit lécher le cul aussi, alors que les papiers ne sont jamais les bons. Tu livres, tu nettoies, tu parles, tu écris, tu marches, tu respires ou tu arrêtes de respirer, mais les papiers ne sont jamais les bons. Et c'est pour cela que lorsqu'il y aura le signal, et je crois que je l'ai vu, quand tu passais dans la rue, ce signal, tout petit d'abord, ok. Mais ensuite, les répliques du signal viendront, tu verras, comme un train fou, un séisme, un tsunami international que personne n'a prévu car les gens sont trop occupés par le racisme qui sort tout chaud de l'usine et qui se multiplie. Ils sont pris par la fièvre de ce nouvel or blanc qui dégouline sur toute chose qu'on a pu aimer et qui devient alors une chose raciste, complètement. Et ils sont trop occupés à ce business car les milliardaires qui dirigent les usines du racisme dirigent aussi beaucoup d'autres choses. Ils achètent des œuvres d'art et ouvrent des écoles, des fondations. Et alors, on se tait. Ils placent leur argent dans tous les domaines de la vie. Ils achètent la vie et la transforment en un fonds de dotation. Et ils l'appellent avec leur nom à eux ou avec des noms des noirs célèbres. Et alors, tout le monde est occupé par cela. Et alors personne ne voit venir le signal et ses répliques. Le début d'un arrêt de travail mondial où les types jettent leur vélo, quittent les cuisines des restaurants et le froid des chantiers. C'est la fin de la dette, où les meufs se barrent des librairies, des universités et des salles d'exposition où elles faisaient des rituels pour soigner je ne sais quoi, je ne sais qui. C'est la fin de la dette du sucre et de la sueur. Des mecs squelettiques sortent des caves où ils se jetaient par terre sur de l'électro en portant des talons hauts. Les cadres quittent leur poste et les femmes de ménage déversent des produits d'entretien dans les conduits d'eau potable. Tout le monde déchire ses diplômes, son CV bidonné. Tout le monde quitte cette manière de rire pour tout et n'importe quoi et rejoint le grand convoi, la grande émeute où l'on va apprendre tant de choses derrière le feu.